Savez-vous que le nombre des prêtres exorcistes en France a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années? Une dizaine dans les années 70, une centaine environ aujourd'hui. Naturellement, ils ne sont plus très nombreux à croire au diable, à cornes et à queue fourchue, mais la plupart d'entre eux pourtant sont débordés de travail. Ce n'est pas bien sûr qu'il faille voir la marque du diable ou la main de Satan dans le moindre désordre pour lequel on a recours aux prêtres exorcistes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien penser de ces cas où seul le recours à un exorcisme permet de rétablir le cours normal des choses? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire que voici, l'histoire des démons de Carmen. C'est ici, dans cet hôtel, que se sont déroulés des événements effrayants, des phénomènes inexplicables que Pierre et Carmen Tisserand ne pourront jamais oublier. Et pourtant, quand les Tisserand ont acheté l'auberge en 1986, ils réalisaient enfin leur rêve de toujours. Les clients sont de plus en plus nombreux et l'hôtel acquiert vite une très bonne réputation. Excusez-moi. La chambre 106. La 106. Voilà. Le fils des Tisserand, Michel, âgé de 20 ans, travaille lui aussi à l'hôtel. Nous sommes restés 1 an, bien tranquilles. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de clients, tout se déroulait très bien. Et d'un coup, ça a basculé dans l'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'était un jour de corvée. J'allais donc mettre les draps dans la corvée à linge. Et j'entends vraiment une grande respiration sortir de cette corbeille. Alors là, ça a été... je suis restée sans pouvoir dire un mot. J'ai eu tellement peur que je suis montée réveiller mon mari. Je lui ai dit, descends. J'ai entendu une grande respiration dans la corbeille. Je crois que je deviens folle. Bah, tu vois, il n'y a rien. Dans ma tête à moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en route et que je n'arrive pas à saisir. Oui, bonsoir. À partir de ce jour-là, les phénomènes étranges se sont succédés à l'hôtel. Des clients commencent à se plaindre que les lampes s'éteignent et s'allument toutes seules dans leur chambre. Les compteurs d'eau et d'électricité se mettent à tourner à toute vitesse sans raison. Il y a encore de nombreux clients, mais Pierre et Carmen sont inquiets. Que se passe-t-il? La plupart du temps, c'est la nuit que les choses étranges se déroulent. Michel a invité un de ses amis, Patrick, à venir passer ses vacances à l'hôtel. Mais depuis quelque temps, l'atmosphère est bien pesante et les deux jeunes gens s'endorment très tard. Il est 3 heures du matin. Tout le monde est enfin assoupi dans l'hôtel. Mais rien n'est vraiment paisible ici. Michel est soudain réveillé en sursaut. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Ça s'est passé dans la chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster n'arrêtait pas de me fixer. Il y avait un personnage dessus, les yeux, n'importe quel mouvement que je faisais me suivait du regard. J'étais mal, j'avais le cœur qui battait et je savais plus ce qui se passait, quoi. Dès le lendemain matin, les garçons ressentent à nouveau cette présence invisible qui semble les poursuivre. Et soudain... On s'est senti bloqué au milieu des escaliers. Je sais pas, une sensation de ne plus pouvoir avancer, des présences partout. On a commencé à paniquer et puis
On descend les escaliers comme des fous. Et arrivé en bas, j'ai senti une douleur au cou. J'ai regardé. Ça ressemblait à une morsure. J'avais une goutte de sang. Je me suis demandé ce qui m'était arrivé. Et maintenant, les phénomènes ne vont plus cesser de se déchaîner. Plus personne ne peut dormir dans l'hôtel. De toute évidence, on est en train de tout casser au rez-de-chaussée. Il n'y a rien, j'ai rien vu. On s'est tous levés et on a fait tout l'hôtel, hein? Tout. Absolument, il n'y avait rien qui avait bougé, absolument pas. Et à partir de ce jour-là, nous avons commencé vraiment à perdre la clientèle. Les gens avaient peur. Dès qu'ils montaient dans les chambres, ils redescendaient 10 minutes, un quart d'heure après, leur valise à la main en disant « On a oublié quelque chose, on reviendra ». Et ils ne revenaient plus. Dans le village, on dit que l'hôtel est hanté. On se souvient que l'ancien propriétaire s'y est suicidé. Les forces invisibles semblent être maîtres des lieux. Des forces qui ont envahi la maison et qui laissent des preuves de leur présence dans le silence de la nuit. J'ai vu des empreintes de pas sur toutes les tables de mon restaurant. Mais c'était des empreintes comme si c'était trempé dans de la farine ou du plâtre. Et elles allaient toutes vers la sortie. Alors par la suite, nous n'osions pas en parler à qui que ce soit parce qu'on passait pour des débiles. C'est bien, hein? Malgré tout, Carmen essaie de continuer à vivre normalement. Une de ses amies, Annick, lui rend visite. Carmen n'a rien osé lui dire. Et pourtant, quand Annick pénètre dans l'hôtel, elle ressent tout de suite une étrange impression de malaise qu'elle ne peut s'expliquer. Moi, j'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose en haut qui vous regardait sans arrêt. Comme si quelqu'un vous soufflait dans le dos, comme une présence constante dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Et ça, je ne l'avais jamais ressenti auparavant et vraiment, ça faisait peur. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Et d'un coup, quelque chose m'a poussé par les épaules et j'ai dégringolé toute la rampe d'escalier. Je me suis relevée, je n'avais rien, mais j'ai eu vraiment peur. Puis, une nuit, Michel et Patrick vont être les témoins d'une mystérieuse apparition. On a vu une ombre au-dessus des haies. Elle flottait un peu. On a commencé à la suivre et puis bon, on ne pouvait pas distinguer de visage ni de forme réellement. On voyait juste un buste avec une tête. Par moments, elle s'arrêtait plusieurs fois, bon. Après, elle a disparu dans le bois. Je me suis vraiment posé des questions, je me demandais vraiment ce qui arrivait. Je me suis dit, est-ce que c'est hanté? Est-ce qu'on est tous fous? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Et pourtant, les tisserands ont décidé de tenir bon. Et ils arrivent encore à vivre des moments de sérénité. Mais ils vont faire une découverte terrifiante. On a trouvé une maquette derrière le restaurant avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des ongles peints en rouge, des ongles crochus qui supervisaient ces 5 tombes. Nous, ça nous a fait quelque chose. On a pensé tout de suite à de la sorcellerie. Alors on s'est dit qu'il valait mieux la brûler. Qui pourrait leur en vouloir au point de souhaiter leur mort?
Ils ont été victimes de la haine de personnes qui ont cherché à leur nuire, qui ont déposé cet objet de sorcellerie. Il faut quand même avoir une haine quand même importante pour en venir à déposer un objet de sorcellerie, parce que cette maquette, il a quand même fallu la fabriquer. Donc ils ont été victimes, à mon avis, de la haine qu'ils ont ressentie, et puis cette haine s'est transformée pour eux en peur, en angoisse, et je crois que tout cela est mêlé. Maintenant, les tisserands n'ont plus le courage de lutter. Et c'est avec un terrible sentiment d'échec que Pierre et Carmen quittent l'hôtel. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien à faire. Les tisserands ont tout de même réussi à vendre l'hôtel. Ils s'installent dans une maison à quelques kilomètres de là. Pierre a pris sa retraite, cette épreuve l'a brisé. Mais le cauchemar n'est pas fini. J'ai pas eu le temps de me retourner. J'ai ramassé le transistor en pleine tête, par derrière. Il est descendu et il était tout tremblant. Hein. Il a dit ça, la mère, quelque chose s'est passé, ça a suivi jusqu'ici, ça va recommencer. Mais non, j'ai dit, il faut te calmer quand même, on est tranquille là, ça va s'arrêter. Et puis, quelques jours après... Les tisserands refusent de croire que les forces maléfiques les ont suivis jusqu'ici. Et ce soir-là, ils ont invité des amis à dîner. Il n'y a personne. Carmen est inquiète. Les phénomènes recommencent. Pierre, lui, n'est pas perturbé. Il est sûr qu'on voulait les chasser de l'hôtel. Ici, tout ira bien. Et tout le monde était dehors. C'est pareil, on n'a pas su ce qui s'est passé. Là, on a commencé à se demander si ça allait pas recommencer la même chose donc, dans ce restaurant. Et je voulais être tranquille. Nous avions déménagé pour être en paix et ça nous perturbait. Et on ne voulait pas que ça continue. Et c'est pour ça que des amis m'ont dit, mais écoute, il y a des prêtres exorcistes, téléphone à un évêché et il va voir votre cas. À bout de force, Carmen a pris rendez-vous avec le père Lambet. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle pense que c'est peut-être elle qui est possédée. On ne peut pas affirmer que l'esprit du mal n'est pas présent. L'esprit du mal, c'est celui qui insinue, celui qui suggère, bien sûr, et ayant, on pense, une influence sur l'imagination, sur des personnes fragilisées, il peut se produire des événements où les personnes sont impliquées et manœuvrées et victimes parfois. Après son premier entretien avec Carmen, le prêtre exorciste a demandé de rencontrer le couple chez eux. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Entrez, je vous en prie. Ces gens viennent me voir, ils croient avant tout au diable. Parce que leur démarche est simple à expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens sont croyants, mais ils sont un peu manichéens. Manichéen, ça veut dire il y a le bon Dieu d'un côté et le diable de l'autre, égalité. Je représente pour cette personne quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pouvoir, et j'essaye de démythifier le pouvoir de l'exorcisme. D'abord de parler avec elle, de l'écouter, et peu à peu de la responsabiliser. Parce que, pourquoi les gens viennent nous voir ? Eh bien, l'esprit humain est ainsi fait qu'à défaut de remède, il cherche les coupables. Le père Lambet va longuement écouter le récit de Carmen. Puis il va prier avec elle et l'aider doucement à retrouver la sérénité. Nous terminons toujours par les prières liturgiques du rituel d'exorcisme avec la prière de délivrance. La prière de délivrance est une prière très humaine, elle n'est pas très longue. On ne commande pas à l'esprit du mal, au diable, on demande à Dieu de restreindre des pouvoirs si
l'esprit du mal en a sur cette personne, afin de te retirer d'elle angoisse, peur, crainte de toutes sortes, qui lui permettent de s'adresser à Dieu en paix. Effectivement, quelques jours après, ça a été tout terminé. Nous nous sommes retrouvés chez nous, bien tranquilles, et ça n'a jamais plus revenu. Comment expliquer les phénomènes terribles dont les tisserands ont été victimes? Et pourquoi les pouvoirs du mal se sont-ils manifestés dans cet hôtel qu'ils aimaient tant? Carmen a-t-elle été possédée par le diable ou ensorcelée par la haine des hommes? Bien, là voilà la question. Possession ou sorcellerie? François Dunois-Canette, journaliste, auteur des Prêtres exorcistes, qui connaît bien cette affaire d'ailleurs et qui a rencontré le père Lambé. Le père Costel, exorciste du diocèse de Coutances. Et un homme de science, un médecin, docteur Bruno Duroux, qui termine sa spécialité en neurochirurgie et qui est justement un passionné de recherche sur les phénomènes paranormaux. Bon, messieurs, la question elle vient d'être posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Sorcellerie ou où est la marque du diable là-dedans, mon père? Il est très difficile de situer. Il faut rappeler que l'esprit du mal n'est pas quelqu'un qui cherche le spectacle. Mais il peut avoir une influence sur les trois composés de l'homme, physiologique, psychologique et spirituel. De là où les phénomènes apparents qui apparaissent peuvent vraiment être différents. On l'a vu dans le film, la question des objets se promenant dans les airs, c'est un phénomène qui est très connu. Pas banal quand même. Les gendarmeries en France vous donneront au moins une cinquantaine de procès-verbaux, de constats. Et les psychiatres savent dans quelles conditions ça se passe. Mais on n'a jamais su, comment dirais-je, reproduire en laboratoire, si je puis dire. Ah, docteur Duroux, là, Oui, avec toutes les réserves d'usage, on peut dire que c'est un cas de psychokinèse, c'est-à-dire une action à distance du cerveau humain sur la matière inerte ou vivante. Et à ce propos, je voudrais développer rapidement la notion suivante. Bon, depuis le début du siècle, on a assisté à l'ère de la parapsychologie ou métapsychique, c'est le terme français, descriptive, avec une collection impressionnante d'observations et d'expériences en matière de perception extrasensorielle et de psychokinèse. Mais à présent, l'heure n'est plus à croire ou ne pas croire à ces phénomènes. Il vaut mieux s'orienter vers l'explication des mécanismes intimes qui président à ces phénomènes, c'est-à-dire des mécanismes très certainement neurophysiologiques et physiques. Et c'est bien dans ce sens que notre équipe de scientifiques à l'Institut métapsychique international, soutenue par le professeur Tocqué et dirigée par le professeur Jean Barry, pose comme hypothèse de travail que seul et lui seul, le cerveau humain, dans certaines conditions, crée ou utilise une énergie encore indéterminée pour produire ces phénomènes. La question, c'est de savoir si la sorcellerie a un effet ou non. À partir du moment où on y croit, elle peut avoir un effet. Et je crois, la plupart des prêtres exorcistes disent ceci, justement, c'est à partir du moment où on y croit, elle a des effets. Un exemple simple, un monsieur que j'avais rencontré, le sorcier le menace, lui dit, vous allez avoir un accident dans la semaine. L'accident survient. Évidemment. Alors on dit, le sorcier a des pouvoirs. Non, c'est le monsieur qui, inconsciemment, a provoqué le phénomène lui-même pour s'en libérer, pour se libérer de l'angoisse. Oui. Mais vous-même, vous travaillez avec des psychiatres, Père Costel, car beaucoup de vos collègues travaillent avec des psychiatres. Oui. Je fais partie des 100 et quelques exorcistes officiels nommés par l'évêque de chaque diocèse. Et chaque année, nous rencontrons des psychiatres, des psychologues, croyants ou non. Non pas pour apprendre le métier, mais pour discerner ce qui est notre ressort et du ressort des psychothérapeutes. Alors, est-ce que ça veut dire que le diable n'existe pas? S'il existe. Il n'est que voir dans le monde toutes ces guerres, toutes ces tensions. Le mot diable veut dire diviseur. Je veux dire Satan. Oui, Satan, c'est l'accusateur, celui qui est là pour marquer les coups, de voir si l'homme est fidèle malgré les épreuves.
Il faut croire en son existence, donc. Son existence, mais non pas celle du diable cornu. Une question, Père Costel. L'augmentation du nombre des prêtres exorcistes, elle est due en quelque sorte à une décision des autorités ecclésiastiques, ou bien c'est la demande? C'est la demande. J'ai connu dans ma jeune prêtre l'exorciste de Coutances. C'était un vieux chanoine, très bon, et qui avait la visite de quelqu'un tous les 6 mois, qui avait des problèmes. Alors que maintenant, dans chaque diocèse, il faudra non seulement un, mais 2 exorcistes. Combien en pratique d'exorcisme par an en France? Alors, je n'accepte pas l'expression l'exorcisme, parce que je répète que les centres exorcistes qui accueillent. Moi, je vous dis, près de 600 en l'espace de 5 ans et demi. 600 personnes sont venues vous voir en 5 ans. Il y a une centaine d'exorcistes en France. On peut donc penser que tous les ans, plusieurs milliers de personnes vont voir le prêtre exorciste pour une raison qui n'est pas forcément une raison diabolique ou satanique. C'est formidable de vous voir là côte à côte tous les deux, parce que, je le disais, en 20 ans, le nombre de prêtres exorcistes est multiplié par 10. On est passé d'une dizaine à une centaine. Et dans le même temps, des hommes comme Bruno Duroux cherchaient, grâce aux moyens de la science, à percer les mystères de ce que l'on appelle le paranormal. Et ils ont maintenant la certitude que finalement c'est du normal qu'on n'a pas encore expliqué. Dans la même période de temps, c'est assez extraordinaire de voir cette contradiction. Je pense qu'on est à même de pouvoir enregistrer au niveau cérébral ce qui se passe, ce qui fonctionne lors de ces phénomènes, que ce soit de la perception extrasensorielle, de l'APK ou les phénomènes de guérisseurs. Tout peut se ramener à ces 2 grandes familles. Et c'est vrai que ce film en 3 dimensions ne peut être permis que depuis quelques années et depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on attend pour se livrer à ces expériences alors ? On attend d'une part d'avoir le bon recrutement de sujets. Actuellement, le professeur Barry entreprend une expérimentation, non pas avec des véritables médiums. On préfère commencer avec une catégorie de sujets qu'on appelle les calculateurs prodiges. Ce ne sont pas des calculateurs émérites, mais bien des calculateurs prodiges qui sont capables de prouesses arithmétiques hors du commun, des extractions de racines cubiques de nombres à plusieurs chiffres, ce qui est impossible pour tout un chacun. Ce n'est pas par la voie du calcul mental le plus sophistiqué. La réponse à ces questions s'impose spontanément au sujet et ne passe pas par des circuits conventionnels du calcul. C'est comme un flash de voyance. C'est comme un flash de voyance en quelque sorte. Et donc ces sujets étant rares, je profite de l'audience de votre émission pour leur lancer un avis de recherche. Donc, pour qu'ils nous contactent, afin de pouvoir poursuivre notre expérimentation. Ceux des téléspectateurs qui suivent notre émission, qui connaîtraient dans leur entourage ou qui auraient entendu parler d'un calculateur prodige, peuvent donc s'adresser Dr Bruno Duroux, IMI, c'est-à-dire Institut Métapsychique International, 1 place Wagram, 75 017 Paris, et le numéro de téléphone est en dessous. Et vous pensez vraiment qu'avec les moyens d'investigation modernes, on pourra visualiser tout ça et voir comment le cerveau fonctionne dans tout ce qui peut être, en dehors des calculateurs prodiges, les cas de parapsychologie, c'est-à-dire l'influence de l'esprit sur la matière et tous les phénomènes comme ceux qu'on a vus dans le film, tous les ennuis qu'a connus Carmen. Tout à fait. Vous êtes sûr que c'est là la clé? En France, notamment à Bordeaux, l'Institut du cerveau, on attend d'être doté du matériel qui pourra filmer le cerveau en temps réel, matériel qui n'existe pour le moment qu'aux États-Unis. Le plus perfectionné se situe là-bas. Si on obtient des feux verts au niveau des pouvoirs publics, on peut réaliser des expérimentations dans un premier temps de calculateurs prodiges, dans un second temps de sujets sous hypnose, et pourquoi pas de véritables médiums. Le jour où vous y arriverez, vous nous appelez. Il faudra absolument qu'il y ait les caméras de mystère. Ça sera, oui, bien sûr, on pourra filmer ces expériences. Bien, docteur, je vous remercie. Merci mon père, merci François Dubois-Canette.